très heureux de vous retrouver dans Diaspora. Et particulièrement aujourd'hui, je reçois Sidiki Bakaba, qui est l'un des plus grands acteurs africains. Certains disent le ciné Poitiers de la francophonie, mais on n'a pas besoin d'aller chercher des références du côté des États-Unis. Tu as tourné avec les plus grands, Patrice Chéreau. Alors tu as à la fois, on va le voir, une carrière française, mais tu es aussi très importante pour le cinéma africain, et notamment on verra avec des films d'Ousmane Sembène, évidemment très connus. Et tu as été aussi directeur du Palais de la Culture d'Abidjan, à Treichville, de 1999 à 2011. Une carrière très riche, donc on n'a que 26 minutes pour en parler. On va aller tout de suite sur ton album photo. Première photo, Sidiki, c'est pas une photo de toi, c'est une photo de ton grand-père. Alors là, il faut que tu nous dises quelques éléments. Mohamed Cherif, qui est très important, parce que c'est une personnalité vraiment très très importante du continent. Tu peux nous en dire quelques mots? Oui, c'est le père de ma mère, Cheikh Fanta Madi Cherif, qui a été le grand cheikh durant les années 40, 50. Tout le monde allait le consulter. Kwame Nkrumah, notamment. Kwame Nkrumah, Houphouët-Boigny. Et puis bon, lui, son arme, c'était la paix, le chapelet. Donc, on l'appelle le saint de Cancan. Il a ce surnom. Cheikh Fanta Madi Cherif, on met toujours Fanta Madi parce que quand tu es grand, il y a toujours le nom de ta mère avant. Tu es le fils de ta mère quand tu réussis. Et cette photo-là date de 1945. Hein. Oui. Juste après la... Et c'est une photo liée à la libération. Ah oui, parce qu'il a prié lui aussi pour la victoire des Alliés, de la France. Et donc là, il est décoré par De Gaulle. De Gaulle a donné ordre qu'il soit décoré. C'est le jour de sa décoration. Vous voyez, il est entouré de prêtres et des responsables politiques de l'époque. Sidiki Bakaba, deuxième photo très importante, c'est ta maman, Marietou, qui... alors c'est particulier parce qu'elle est avec ton fils, là, c'est ça? Oui, avec mon deuxième fils. Parce que tu n'as pas de photo de ton enfance, c'est ça? Oui, mais justement, je vis mon enfance à travers mes enfants, moi. C'est ça qui est super. Quand je vois comment elle le porte au dos, quand je vois, écoute, je sais que je la voyais prendre des bébés, je dis, mais elle va les écrabouiller. Elle dit, mais tais-toi. Je t'ai pris comme ça. D'accord. Ça veut dire que mon enfance... C'était un retour sur ton enfance, à travers tes enfants, tes propres enfants. Et je suis à quatre pattes. Bon, j'ai vécu mon enfance avec mes enfants, ici, à Paris, à quatre pattes. Un moment très important, alors donc pas de photo de ton enfance, mais c'est vrai que cette photo, elle était importante de voir ta maman et de t'imaginer toi dans les bras de ta maman il y a des années. Et avec la maman de mon épouse. Eh oui. C'est la maman de Ayala qui est là. Alors l'une est juive, petite fille de rabbin. Elle est petite fille, fille de rabbin. Elle est fille de Cheikh Fanta Madi Cherif. Voilà, c'est deux religions qui sont ensemble là. Le syncrétisme. Symboliquement très fort. Et ce sont les histoires qu'on aime dans Diaspora. On a une photo qui est peut-être l'un des premiers moments très très forts, 1976, avec Jeanne Moreau, au Théâtre de l'Athénée. Tu joues avec Jeanne Moreau, tu es l'un des amants de Jeanne Moreau. Tu peux nous en dire quelques mots? Parce que Jeanne Moreau, elle a compté même dans ta volonté, de ton désir de devenir comédien. Oui, mais elle m'a d'abord impressionné. D'abord, je ne savais pas, j'avais jamais vu de film à l'époque. Et dans ma petite ville natale, les prêtres faisaient des projections sur le mur de l'église. Ils ont fait un carré d'ailleurs, un petit écran. Et pour la première fois que je vais voir du cinéma, il y a Jeanne Moreau à l'image, mais je ne la connaissais pas. J'avais peur. Je dis, c'est du génie, c'est un djinn, c'est pas possible que ce soit un être humain. Et en plus, j'avais jamais vu de gros plans à ce niveau-là, en noir et blanc, qui remplit l'écran.
Ma peur, ma frayeur, ça a été Jeanne Moreau. Tu étais petit, tu étais tout petit. Ah ben oui, j'étais petit, j'étais dans la cour. Mm. Oui, j'étais assis dans la cour avec les autres et puis mes grands frères. J'ai vu ça toute la nuit, comme la ville n'était pas électrifiée. Alors, pour arriver dans notre quartier populaire, je regardais partout, j'avais peur de la rencontrer, cette femme. Et c'est ça qui est terrible, c'est que beaucoup plus tard, quand j'ai 13 ans, je vais à Abidjan, je fais l'école nationale d'art dramatique. Et là, sur vinyle, je vois la photo de Jeanne Moreau. On me dit qui est Jeanne Moreau et j'entends sa voix. Et j'apprends maintenant que c'est une actrice. Et à l'âge de 20 ans, 22 ans par là, je rencontre Jeanne Moreau pour de vrai à Paris, au théâtre de l'Athénée. Et non seulement tu la rencontres, mais tu joues avec elle. Ah oui, je joue avec elle, mais d'abord j'étais quand même impressionné parce que quand elle me voit, elle était assise à côté de Claude Régis. Moi je rentre, c'est lui. Ah là, imaginez un peu la tête, je deviens fou ou quoi, je la vois en chair et en os. Si je rêve jamais pouvoir voir cette femme. Et bien pendant plusieurs mois de répétition, elle m'appelait mon fils. J'étais... voilà, j'ai passé un moment très, très, très fort de voir comment on peut s'investir dans son métier. Comment cette femme était entière quand elle jouait. Entière, totalement. Quand elle travaille, c'est quelque chose qui vous donne, quand vous êtes jeune en plus. Non, j'ai compris qu'il y a des gens qui s'investissaient réellement. Un autre monstre sacré du cinéma français, 1981, on te voit, avec Jean-Paul Belmondo, bien sûr. Dans ce film, on pourrait presque faire un quiz, mais c'est évidemment Le Professionnel. Et là, cette rencontre est aussi très marquante dans ton parcours. Ah oui, lui aussi, quand il me voit, il me dit petit frère, tout de suite. Alors, ce que j'avais pas l'habitude, les Blancs disent pas petit frère si tu n'es pas son frère. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de spontané et que je vais remarquer par la suite. Là, 40 ans plus tard, on s'est retrouvés encore là, avant qu'il ne parte, avant qu'il nous quitte définitivement. Mais la même chaleur, le même côté fort que quand il me voit et lui m'appelle petit frère et on tourne l'Afrique en Camargue, construction d'un village africain complètement en Camargue. Et bon, il est sportif, il a compris que je pouvais. Allez, on va courir, petit frère. Et on va courir tous les matins. D'ailleurs, il y a une scène dans ce film qu'on voit. Oui, on courait, bien sûr. Mais bien sûr, c'est une joie pour lui. Mais je ne pouvais pas le suivre parce qu'il était trop sport. Lui, il est très athlétique. Ben oui, bon, c'est un boxeur. On court, et puis j'ai la langue qui tire. Il me dit, mais non, lâche pas. Allez, vas-y, accroche. Tu vois l'arbre qui est là-bas, il faut qu'on atteigne cet arbre. Il dit, il faut que tu te dises toujours ça. Quand tu commences l'effort, dis, va. Et puis dis-toi toujours, c'est impossible, mais c'est ça que je vais atteindre. Et là, tu vas atteindre le possible. Le compétiteur, lui qui continuait tout le temps ses cascades. Oui, il n'était pas doublé. Ça. Et puis, du coup, le jour où Lautner est devenu président de l'Union des artistes, du gala de l'Union des artistes, il dit, mais écoute, vous cherchez quelqu'un pour se pendre avec les dents? Moi, je connais quelqu'un. Et bien voilà, je me trouve devant aussi un monstre sacré qui s'appelle Jean Marais, dans son bureau, qui était président de l'Union. Et bon, il téléphone à la préfecture de police pour dire, bon, on a trouvé quelqu'un. J'ai été entraîné comme ça pour le gala de l'Union des artistes et j'ai fait ce numéro extraordinaire où je me pends avec les dents. Mais ça a été fait. Le plus grand compliment que j'ai eu, c'est que Jean-Paul me dit, hier, parce qu'il n'était pas lui au gala, il dit, mais hier, il paraît que tu as fait le fou. C'était quand même le plus grand compliment. De sa part, c'était savoureux. Alors, ce que je disais en introduction, c'est qu'à la fois, tu as cette carrière en France et c'est premier acteur noir, vraiment dans le cinéma français. Beaucoup de gens pas du tout l'habitude, dans un cinéma qui était quand même monochrome, monocolore, de voir cette diversité. Mais tu as aussi une carrière africaine très importante. 1979, tu tournes un film très important, Bako. Bako, dont on voit l'affiche là, qui est le premier grand film, nous évidemment ça nous touche à Diaspora, c'est le premier grand film sur l'immigration africaine,
c'était un des films préférés d'ailleurs, je crois, de Sékou Touré. Et puis, autre film culte en 1988, Le Camp de Yarol d'Ousmane Sembène, évidemment, que tout le monde connaît. On va voir aussi la photo du film de 88. Tu as des souvenirs forts de cette rencontre avec ce grand réalisateur. Alors, ça parle évidemment du massacre en 1944 de ces Sénégalais par l'armée française. Un film qui a déjà été interdit pendant 10 ans, je crois, en France, qui a eu un prix à Venise, là, mais qui a été interdit. Oui, Sembène, bon, comme la plupart des plus grands réalisateurs, en fait, c'est les premiers pour nous, c'est un symbole. Et je rêvais, je me disais, un jour, on va travailler ensemble. D'ailleurs, quand tu me voyais dire, un jour, on va jouer ensemble. Et il me donne, il vient me voir dans le 13e, il me donne le scénario, je lis. Et bon, alors, ce qui est fort dedans, c'est que je lis et le personnage qui me demande de faire, et il ne parle pas. Donc, il est nulle part. Je regarde toujours les séquences pour dire, mais où il est, ce petit, qui s'appelait Pays. Parce qu'en fait, comme il était muet et que personne ne savait, paraît-il, d'après lui, qu'on lui a coupé la langue. Les Allemands lui ont coupé la langue, donc il ne parle pas. Donc, tout le monde, il y a tirailleur Congo, tirailleur Niger. Lui, personne ne sait d'où il vient. On l'a appelé mon pays. Tout le monde l'appelait mon pays. Et c'est fou parce qu'il y a un rôle magnifique d'un avocat. Je dis, ben là, c'est moi qui vais le faire. Il m'a rien dit, Sembène. C'est au dernier moment, il m'a dit, mais... Je dis, mais moi, quel rôle je fais? Il dit, mais tu vas faire le pays. Je dis, mais attends... C'est pas moi qui vais faire le sergent, qui est très éloquent et tout. Il dit, ce que je vais te demander de faire, c'est plus éloquent. Oui. Parce qu'en fait, il parle beaucoup par son silence. C'est clair, c'est un des personnages les plus attachants du film. Le plus attachant. Et c'était très bon pour moi parce qu'effectivement, il dit... Tu bavardes beaucoup, mais je vais te fermer la gueule. Tu vois, que tu vas être plus éloquent en ne parlant pas du tout. Et c'est un très, très beau rôle. Très beau et vraiment un des rôles les plus attachants du film. Un film que je conseille, et vraiment qu'on conseille à tous les jeunes, si vous voulez mieux connaître. C'est quand même Ousmane Sembène, un film qui fait connaître l'histoire, à un moment donné où vraiment les historiens n'en parlaient pas, les manuels d'histoire ne parlaient pas de ce massacre de 1944. Et d'ailleurs, quand moi j'ai ouvert une école de formation d'acteurs aussi en Côte d'Ivoire pendant ces 10 ans où j'étais au Palais de la Culture. Donc je disais toujours aux comédiens ce que j'avais appris, le jeu commence là où s'arrête le texte. Donc c'est beaucoup plus fort ça. Et ça, je l'ai connu avec les plus grands aussi. Le jeu commence Jeanne Moreau, là où s'arrête le texte. Où les Soyinka. Et réalisateur également, je termine cette première rubrique par 1988, le premier long métrage, Les Guérisseurs, avec Alpha Blondy et Salif Keïta, que tu réalises. Évidemment, acteur, réalisateur, Les Guérisseurs, 1988. Et si tu le veux bien, on va passer à la rubrique solidaire. Alors, cette rubrique, évidemment, on va parler dans cette rubrique de ton action au profit des orphelins, mais aussi finalement de ton couple, parce que c'est avec ton épouse que tu décides de faire pour les orphelins, notamment en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, quand on nous a confié le Palais de la Culture, évidemment, elle vient d'un milieu différent du mien, qui est la psychanalyse. Elle a soigné des enfants malades en équerre. Elle a toujours été là-dedans, quoi. Et puis il y a un révérend, le révérend Si Benjamin, qui est venu nous voir pour dire, écoutez, j'ai 2500 orphelins dans le nord, dans l'est de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et voilà. Et il nous a invités, on a été là-bas, et c'est fini. Ayala s'est dit, je suis désormais la mère de ces orphelins de guerre. Et du coup, on avait aussi
le français en partage en France, qui nous donnait énormément de choses pour nous occuper de ces enfants. Donc pendant ces 10 ans, on n'a pas fait que de la culture, Oui. simplement, c'est dit que la culture et l'humanitaire vont ensemble. Du coup, on a commencé par ça, on a doté les handicapés de chaises roulantes. On a obtenu énormément de choses par le français en partage, qu'on s'est occupé de ces enfants jusqu'à... Voilà, il y en a qui sont grands aujourd'hui. Mais oui, on va voir des images de ton épouse Ayala sur le terrain. Hein. On voit quelques images de ces orphelinats. Un des nombreux orphelinats dont Oui, vous absolument. êtes occupé. On le voit tout de suite. Je suis venue dire bonjour aux enfants. On va peut-être cet après-midi ou demain venir leur apporter quelque chose pour dire que leur maman est passée et qu'elle ne les a pas oubliés. Les enfants qui vivent à Dwekwe, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin. Je voulais venir depuis un certain temps, mais nos occupations qui sont très lourdes au Palais de la Culture nous ont empêchés de venir avant. Mais aujourd'hui, je suis très heureuse d'être avec vous. Je voudrais saluer toutes les chefferies qui sont là et vous remercier d'être là ce matin avec nous. La culture et la solidarité marchent ensemble, la main dans la main. Nous sommes un peuple solidaire et il n'est pas possible que la culture qui est l'âme d'un peuple ne soit pas auprès de ceux qui souffrent. Dwekwe a beaucoup souffert et souffre encore des affres de la guerre. Ça va ma chérie? Viens, viens accompagner. Il n'y a rien là. C'est moi. Les bonbons tout à l'heure. Tout à l'heure on voit les bonbons. D'accord? La culture et la solidarité marchent ensemble, dit Ayala, ton épouse. Oui, oui, effectivement, ça a été une des choses les plus importantes, mais qui n'était pas vue par l'ensemble. Les gens venaient au Palais de la Culture, les créations qu'on faisait, l'école de formation d'acteurs, les saisons théâtrales que j'ai initiées. Oui, mais ces missions pour nous étaient très importante et qu'on avait en Noël par exemple on en faisait venir un certain nombre parce que j'avais fait de l'avion du Fouette-Boigny une bibliothèque pour les enfants. On faisait venir les enfants et on faisait leur arbre de Noël sous cet avion pour des gamins comme ça qui n'avaient jamais vu même un avion rentrer dedans. Et ce qui était dedans, c'était des livres. Oui, c'est ça, il y avait les bus, les bus bibliothèques, et toi tu as fait un avion bibliothèque. Eh ben oui. Tu as pris l'avion Air Force One ivoirien et tu l'as transformé en bibliothèque. Eh bien oui, parce qu'effectivement, d'ailleurs le graphiste a fait le symbole, le logo de cet avion, c'était un livre ouvert. C'est un peu un oiseau qui les ailes déployées. Et c'est vrai que quand on est dedans, on voyage. Quand on ouvre un livre, on voyage. Il y avait tous ces symboles et c'est devenu un lieu très, comment je dirais, polyvalent. C'est le palais, il y avait la salle de 1500, une salle de 4000 places, une salle de 700 places, une salle de 300 places. Et nous, on a rajouté à tout cela cet espace qu'on appelait l'oiseau livre, polyvalent. On voit l'image, on va voir l'image du centre culturel qui est magnifique. Hein, déjà, le bâtiment à Trècheville est très très beau, du palais de la culture d'Abidjan, hein, qui est un très très beau palais. Et tu y es resté de 99 comme directeur à 2011. Oui, le premier directeur, oui, effectivement. Et du coup, avec un tel espace, qu'est-ce que tu veux avant que la grande pièce que vous voyez là, c'était encore en chantier quand on me l'a confié. Donc j'ai suivi aussi
comment la démarche à faire avec les Chinois, d'ailleurs, à l'époque, parce que c'est sino-ivoirien, ce projet, initié par Bernard Dadier, au temps d'Houphouët-Boigny. Et ben oui, pour la finition, je suis devenu un peu diplomate par la suite. J'ai dû aller voir l'ambassadrice de Chine très souvent pour qu'il nous donne encore des crédits pour qu'il y ait ce toit et la finition de cette salle. Mais c'était un espace d'entraînement pour mes cours d'expression corporelle avec mes élèves. Sidiki, on va découvrir ton objet fétiche. Je crois que ton objet fétiche, il n'est pas loin, il est sur toi. Oui, il est sur moi, il a un symbole très fort parce que effectivement, des fois, quand on c'est ça, hein, c'est le récad. Voilà. Le récad. Donc, c'est une récade. Ouais. Généralement, quand on a un prix d'interprétation, Dieu merci, j'en ai eu pas mal. Mais là, c'est symboliquement le plus fort parce que j'avais joué Toussaint l'ouverture au théâtre, une pièce de Bernard Dadier, et il y a un roi qu'on a rencontré lors d'un festival, qu'on a invité à Abidjan. Il est venu, il a vu la pièce. Et il est Aïzo. Aïzo, c'est le peuple d'où est parti le père de Toussaint l'ouverture, a été capturé et amené en Haïti, où Toussaint est né. Et quand il a vu la pièce, il m'a invité ensuite. Alors on disait, tout le monde dit Alada, Alada, c'est la ville de Toussaint l'ouverture. Eh bien, à 12 km d'Alada, il y a Vapa. Vapa, c'est le village même d'où est parti le père de Toussaint l'ouverture. Il m'amène là-bas. Et puis voilà, cérémonie sur cérémonie, on m'intronise prince des Aïzo. Donc pour moi, voilà, une pièce, un rôle m'a donné ça. Et c'est aussi un symbole parce que effectivement c'est royal. À partir de ça, tu es considéré comme un prince Aïzo. Quand je rencontre un Béninois qui me rend, les jours j'ai ça, quand je sors dans les cérémonies, c'est vraiment tout le respect qu'ils ont. Et ça, pour moi, c'est peut-être le plus beau, le plus grand prix. Et en même temps, c'est pas que c'est un élément fétiché également. Je ne le... Voilà. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec moi quand c'est des moments importants comme aujourd'hui. Et quand c'est important, je l'ai sur moi depuis. Prince Sidiki Bakaba, on va passer à l'interview optimiste. Sidiki, le lieu où tu aimes te ressourcer? Ah, toujours la forêt. La forêt, je suis sahélien d'origine, mais je suis né presque à la frontière du Ghana. Je suis né dans la forêt. Je suis forestier de naissance, je suis de la forêt. Et puis bon, j'ai grandi dans une cour familiale où, juste derrière, c'est le champ de caféier à perte de vue. Mon père était fort. Alors là, voilà, je suis la forêt. Et quand je suis venu en France, c'est vrai qu'une des premières choses que j'ai faites, c'est d'acheter une maison en Champagne et d'être tout le temps dans les forêts. Le matin, aller me ressourcer, après avoir couru, parler aux arbres. En fait, ça peut paraître fou pour certains, mais comme on dit, si le fou persiste dans sa folie, il rencontre la sagesse. Quel est ton mot préféré, Sidiki? Maïélément. Maïélément. C'est du mandingue. En français? Métamorphose. Métamorphose. Maïélément. Ouais. C'est métamorphoser, la métamorphose. Et une chose, quand on accroche à une chose, parfois on ne sait pas pourquoi. C'est vrai que mon métier, c'est déjà la métamorphose. Ce que j'adore dans mon métier, c'est de complètement transcender dans des personnages. Les rôles de jeune premier, on m'a grippé pour les faire, mais ça ne me disait rien parce que je ne sentais pas de choses. Et puis, quand j'ai créé ma société, on est à la recherche de symboles. Et on tombe sur grâce à Youssouf Tata Cissé,
cet érudit malien, on va voir une image sortie des tombeaux égyptiens et qui est Képri. Notre société va s'appeler Képri. Et tu vois, Képri, en fait, c'est un bébé avec le doigt dans la bouche et il sort du lotus. C'est, à chaque étape de la journée, jusqu'au moment où le soleil est au top, il devient Ra. Son premier nom, c'est Képri. Et sa devise, c'est « Je serai au soleil levant de la création, Képri, Dieu de la métamorphose ». J'ai gardé ça comme... oui, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais je l'ai pris et c'est ma devise aussi. C'est de penser que oui... un très beau mot, qu'on peut toujours se renouveler, se Ah transformer. ben oui, c'est ça, quoi. À chaque moment, il faut que... et Képri, c'est ça. Il a des noms différents jusqu'à devenir Ra. Quel est ton livre préféré? Le livre qui fait L'étrange plaisir. destin de Wangré. Amadou Hampâté-Bâ. Oui, Amadou Hampâté-Bâ, c'est une sorte d'Arsène Lupin. Il est d'une ruse incroyable. Et je suis convaincu que, moi, quand je l'ai lu, j'étais déjà en France quand j'ai lu, mais je me suis dit, il y a une telle grande philosophie dedans. La ruse humaine, elle est là, quoi. Elle est sublimée et en même temps, la chute et tout est là. C'est-à-dire que je me disais toujours, est-ce que les gens ont suffisamment lu ce livre? Parce que ça te permet de communiquer avec tout le monde. Tu peux savoir tout d'un coup qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Ce que ma mère me disait souvent. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Et Wangré, ce héros est exceptionnel. La rencontre qui t'a le plus marqué dans ta vie, tu as fait beaucoup de rencontres. Il faut en choisir une. Ben oui, écoutez, je suis... Peut-être du côté du Burkina Faso. Oui, écoute, Tu as rencontré Thomas Sankara, par exemple. Ben oui, quand je l'ai rencontré, ça a été formidable. En fait, et quand je l'ai vu, il n'était pas encore président. Après, quand tu deviens président, on est là tout le temps. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un sportif. Donc, il venait aussi me chercher, moi, pour aller courir, en président. Et ça m'a marqué parce que il m'a donné deux moments très forts. Le jour où il posait les rails qui devaient continuer de la Rane, donc d'Abidjan, au Niger, il pose les premiers rails avec Sembène Ousmane comme doyen du cinéma. Et évidemment, avec Blaise Compaoré et Thomas Sembène au milieu. Et deuxième rail avec moi, comme le chouchou des festivals de Ouaga. Et c'est grâce à lui que je vais faire mon premier film. Paradoxalement, il me dit, mais écoute, pourquoi tu passes pas derrière la caméra? Je dis, oui, mais j'ai fait beaucoup de mise en scène au théâtre, je joue pour... C'est lui qui t'a donné l'idée de devenir metteur en scène, réalisateur. Ben oui, il me dit, mais écoute, oui, tu fais du théâtre, tu fais beaucoup de mise en scène, tu joues pour les autres, mais pourquoi tu passes pas? Je dis, mais oui, l'idée est venue, et puis c'est dans le midi un jour, quand on écoute une chanson, clac, l'idée est venue de faire le film, je fais les démarches, ça bloque, il fait des démarches, ça bloque. Et lui qui me dit, vas-y, je te soutiens. Et c'est avec la caméra qu'il a achetée pour le Burkina Faso, toute neuve, que la caméra a été inaugurée en Côte d'Ivoire, alors que lui et Oufouette, à l'époque, c'était pas... Non, c'était pas la culture. Mais il se mettait au-dessus de ça. Mais c'est important de dire que Thomas Sankara, qu'on connaît bien évidemment, cette grande figure de l'indépendance et de la liberté africaine, est aussi un homme de culture qui a beaucoup fait pour la culture, évidemment, le festival de Ouagadougou, mais le fait que tu aies fait ton premier film avec cette caméra achetée par l'État burkinabé, c'est quand même très, très fort. Et puis, même son caméraman, c'est-à-dire que c'était le doyen peut-être de la même génération que Sembène, Chombiano, le doyen, père à son âme, qui a été formé en Russie, qu'il fait venir accompagner la caméra, alors que... au fait, lui, c'était pas encore ça. Mais oui, il s'en fout. Ce qui est important, c'est ça. Et aussi, une chose importante, il a coproduit un film cubain qui s'appelle Desesperator. Et Emmanuel Sanou, Desesperator, donc,
Castro et Thomas Sankara, ce film, il a exigé que ce soit moi qui sois l'acteur principal. Ce film, Desperado, bon, voilà, qui n'est pas beaucoup vu ailleurs, mais beaucoup vu quand même en Afrique. Il est de coutume, merci Sidiki d'avoir accepté notre invitation, de terminer avec une chanson choisie par notre invité. Oui. Et tu as choisi quelle chanson? Une chanson de Yasmine Lévy, c'est ça? Lévy, voilà. Qui s'appelle Yo en la prison. Et là, j'écoute très souvent. J'adore écouter. Merci Sidiki Bakaba. Et on va écouter un peu de la chanson que tu nous as concoctée.